aurait été présent sur les lieux du meurtre d'un pédophile à Longueuil. Ce n'est pas lui qui aurait tiré les coups de feu, mais qu'il était présent. Mais ça, sur ce meurtre-là, il a donné très peu de détails. Et c'est un meurtre qui, à l'époque du procès, que les policiers n'arrivaient même pas, eux, à identifier. Là. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il n'a jamais été accusé en vertu de la loi. L'histoire du passeur de cigarette, ça, c'est sûr que ça, c'est moi qui l'ai fait. Le deuxième assassinat dont a parlé Gilles Chagnon est celui d'un trafiquant de cigarettes du nom de Daniel Favre. Or, Gilles Chagnon a déjà été accusé et acquitté de ce meurtre 12 ans auparavant. Et voilà que maintenant, à un policier déguisé en truand, il déclarait avoir bel et bien tué Daniel Favre. Malgré cet aveu, il n'allait pas être inquiété. La raison pour laquelle, malgré les aveux de Gilles Chagnon à Mr. Big, les accusations ou l'accusation de meurtre n'a pas été portée de nouveau, c'est qu'ici au Canada, on a ce concept de la chose jugée. Il y a une règle en droit criminel qui est une règle absolument fondamentale à l'effet qu'on ne peut pas être accusé 2 fois pour un même délit, n'est-ce pas? On ne peut pas être mis en péril d'être condamné 2 fois pour le même délit. Une fois qu'on est condamné, on ne peut l'être qu'une seule fois. Acquitté, même chose. Alors, évidemment, ça a quelque chose de choquant à certains égards si un individu qui a commis un crime a été jugé et acquitté, par la suite se retourne et fait des déclarations dans lesquelles il admet le délit. Mais le principe est plus important que le cas d'espèce et c'est la règle. Il faut respecter l'idée que le gouvernement a une chance de poursuivre quelqu'un et de le faire condamner. Mon avocat va sortir. Mon avocat va sortir. Personne. Cette règle et ses variantes, comme le double jeopardy, existaient déjà chez les Romains il y a 2000 ans. Non bis in idem, disaient les anciens, ce qui veut dire pas 2 fois pour la même chose et qui s'applique à plusieurs domaines du droit. C'est un principe universel appliqué dans tous les États de droit. Notre système remonte à plusieurs centaines d'années et il fut une époque où un acquittement ne voulait rien dire et ça n'empêchait pas la tenue d'un autre procès. Alors, on en est venu avec cette règle-là, dite de la chose jugée. Si vous êtes acquitté une fois, c'est fini. Vous pouvez sortir public et dire que vous l'avez fait, puis vous ne serez pas plus accusé. Le troisième meurtre avoué par Gilles Chagnon au policier déguisé en mafieux est celui de Daniel Boucher. Cette fois, son aveu permet le dépôt contre lui d'une accusation de meurtre au premier degré. Le procès de Gilles Chagnon s'instruit en octobre 2009, 16 ans après les faits. Un procès qui intéresse les médias, ce qui ne fait pas l'affaire de la poursuite. J'ai été le premier journaliste à couvrir le début de ce procès-là. C'est un procès qui est public, dans lequel il n'y avait pas d'ordonnance de non-publication, donc j'ai écrit là-dessus. Et ça a pris quelques jours. Là, les policiers ont fait des démarches pour nous demander de retirer l'article. Mais par la suite, après le mien, il y a d'autres médias qui se sont intéressés au procès. Au lendemain de la diffusion d'un de mes reportages, j'ai reçu des courriels de gens assez haut placés au sein de la Sûreté du Québec. Entre autres, un courriel qui est assez virulent. On parle ici d'un enquêteur qui dit apprécier mon travail, trouve que je suis un bon journaliste en temps normal, mais qui ne comprend pas pourquoi j'ai décidé de faire un reportage comme celui sur le procès de Gilles Chagnon. Mais c'est surtout les médias écrits qui inquiète l'État, c'est que l'opération Mr. Big, comme je vous dis, on fait bourlinguer l'accusé à travers la province. Il est très souvent, une journée sur 2, dans un autobus, en train de lire le journal. Alors, c'est certain que s'il lit le rapport d'un procès où on décrit un scénario qu'il est en train de faire là ou qu'il a vécu quelques jours avant, bien, ça mettrait en péril la sécurité des agents infiltrateurs. Le procureur de la Couronne, maître Éliane Perrault, demande alors au juge James Brunton que les éléments de sa preuve touchant l'opération Mr. Big soient interdits de publication. Les médias, à ce moment-ci, n'ont jamais été bâillonnés
par un juge président un procès où c'était une opération Mr. Big. Il arrive que, comme dans Chagnon, que le procureur de la Couronne demande une ordonnance de non-publication, mais c'est rejeté en 5 minutes. Au stade de l'enquête préliminaire, c'est sûr que les avocats peuvent demander diverses ordonnances pour ne pas contaminer un éventuel jury, mais au stade du procès, un procès, c'est public et je peux vous dire qu'une opération comme celle-là a été payée avec l'argent des contribuables. Moi, je trouvais qu'encore plus, c'était important qu'on puisse en parler dans les différents bulletins d'information. La demande du procureur est rejetée par le juge, comme c'est souvent le cas. La poursuite a toutefois trouvé une autre façon de garder secrètes ses méthodes. Et la conséquence de ça, c'est que la Couronne, quelquefois, va régler à rabais des dossiers de meurtre parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un procès et que les techniques d'enquête soient mises à jour. Il m'est arrivé à 2 reprises de régler des affaires avec des sentences moins sévères, des accusations réduites. Le simple motif qui pouvait sous-tendre l'offre que la Couronne me faisait, c'était de ménager la technique d'enquête. On a fait la même offre à Gilles Chagnon, soit celle de réduire l'accusation portée contre lui en échange d'un aveu de culpabilité. Il l'a refusé. Sans doute estimait-il pouvoir obtenir un verdict d'acquittement, comme il avait réussi à le faire 15 ans plus tôt dans l'affaire Daniel Favre. Comme on va le voir, le défi était de taille. Après la pause, le procureur présente au juré une bande vidéo mettant en vedette l'accusé. Chagnon, dans le box des accusés, regardait au sol en se prenant la tête à 2 mains. On peut pas vraiment... On peut difficilement voir si c'est parce qu'il pleurait ou si c'est parce qu'il s'auto-flagellait en quelque sorte pour être tombé dans ce panneau-là. Voici donc Gilles Chagnon aux prises avec un sérieux problème. Il a avoué au policier déguisé en mafieux qu'il a bel et bien tué Daniel Boucher en février 1993. Et ceux-ci ont fait déposer contre lui une accusation de meurtre au premier degré. En octobre 2009, Chagnon, défendu par Maître Labelle, fait face à la musique. L'accusation fait d'abord entendre les policiers qui ont piégé l'accusé dans le cadre de l'opération Mr. Big, destinée à lui faire avouer son crime. C'était très particulier parce que tous les agents d'infiltration impliqués dans la cause de Gilles Chagnon étaient toujours, pour la plupart, des agents actifs. Alors, on avait installé des grands paravents à l'entrée de la salle d'audience pour que personne du public ne puisse les identifier. Et par la suite, donc, on les amenait dans la salle d'audience, mais encore une fois cachés derrière de grands paravents verts, de sorte que seul l'accusé, le juge, les avocats et les membres du jury pouvaient le voir. Donc, ces gens-là témoignaient sous des noms de code. C'était assez particulier. On se sentait vraiment dans un drame d'espionnage. Ces gens-là, on voyait vraiment qu'ils prenaient leur métier à cœur et qu'ils campaient des rôles à merveille. Ces opérations à la Mr. Big sont montées par des enquêteurs triés sur le volet et bien entraînés pour interpréter les rôles de mafieux de carrière. Ce sont des opérations compliquées, longues, coûteuses et très risquées également pour les policiers engagés. Mais on estime que pour obtenir des condamnations autrement impossibles dans des affaires non classées, le jeu en vaut largement la chandelle. Bien entendu, l'essentiel de la preuve du ministère public repose sur la rencontre enregistrée et filmée entre Chagnon et le policier déguisé en caïd. C'est la bande vidéo de cette rencontre que Maître Éliane Perrault fait voir au juré. Chagnon, donc, raconte qu'à l'époque, il fréquentait une prostituée, donc qui faisait partie d'une agence d'escorte, et que celle-ci avait une amie également au sein de la même agence, mais qu'ils avaient maille à partir avec Daniel Boucher, 37 ans, qui était donc la chauffeuse, l'accompagnatrice, celle qui allait les porter, les chercher chez les clients. Et selon ce que Chagnon s'est fait dire, il s'est fait dire que Daniel Boucher, qui était assez grande et costaude, apparemment battait et volait les filles qu'elle conduisait. Et donc, ces filles-là se seraient tannées et ont demandé à Chagnon de tuer Daniel Boucher pour régler leurs problèmes, finalement. On lui a promis 8 000 $ en échange du meurtre. Il a accepté le contrat. On lui avait dit, on va te fournir l'arme, on va... Puis bon, en février, il reçoit un appel le jour du meurtre.
Et là, les filles lui disent au téléphone, on l'a saoulée, là, elle bouge plus tellement, c'est le bon moment, viens-t'en. Alors, on prend soin de placer la victime en état d'ébriété sur la banquette avant, côté passager. Sa conjointe de l'époque, il faut savoir que c'est une dame qui était lesbienne, prenait place derrière le volant et Gilles Chagnon lui était assis à l'arrière. Pendant ce temps-là, la conjointe de Gilles Chagnon, elle aussi une escorte, les suivait donc dans un véhicule de fuite derrière. À un certain moment, en cours de route, Gilles Chagnon, qui est armé d'un revolver de calibre 22, fait feu tout simplement. Alors, il parle de 3 balles dans la tête. Par la suite, il dit, je m'excuse, 2 balles dans la tête et 1 balle dans le dos. Il faut savoir que tirer quelqu'un dans le dos, dans le milieu, c'est pas nécessairement bien vu. Mais lui, donc, dit que ça a été très facile parce qu'elle était en état d'ébriété, a tiré un coup de feu à travers la banquette. Par la suite, il a ajouté également Chagnon qu'il a tiré des projectiles d'armes à feu dans la tête de la victime, que le sang a éclaboussé Barbara Arangoso, qui se trouvait donc sur le siège de la conductrice, et que cette dernière aurait ri après avoir été éclaboussée par le sang. Alors, je peux vous dire que c'est un moment assez particulier dans la salle d'audience à ce moment-là, et que Gilles Chagnon semblait un peu gêné de ça. Chagnon, dans le box des accusés, regardait au sol en se prenant la tête à 2 mains. On peut pas vraiment on peut difficilement voir si c'est parce qu'il pleurait ou si c'est parce qu'il s'auto-flagellait en quelque sorte pour être tombé dans ce panneau-là. Mais vraiment, là, ça l'a remué de toute évidence. À ce moment-là, Gilles Chagnon et ses 2 complices prennent la fuite et c'est un jogger, quelques heures plus tard, qui va remarquer la voiture de Daniel Boucher avec le corps ensanglanté de Daniel Boucher. Le ministère public fait aussi témoigner la petite amie de Chagnon à l'époque, qui faisait partie du complot et qui conduisait la voiture dans laquelle sont montés celui-ci et Barbara Arangoso après l'assassinat de Daniel Boucher. Alors elle, Mme Rivet, elle vient raconter sa perception des événements et de sa participation dans ce meurtre. Maintenant, il faut dire qu'elle a été contredite avec quelques-unes de ses versions. Alors, sa participation n'est pas tout à fait claire, mais son utilité principale pour la couronne, c'était de confirmer que Gilles Chagnon était le perpétrateur, comme il l'avait dit au patron fictif de l'organisation. Après la déposition de ce dernier témoin à charge, la balle passe dans le camp de la défense. La défense de Gilles Chagnon était qu'il n'était pas le tireur, qu'il était le chauffeur, que la personne qui avait le mobile affectif, parce que Mme Boucher et Mme Arangoso, c'était des conjointes, ça, qui vivaient, qui traversaient une zone de turbulence. Alors, lui, sa version, c'était de dire, le perpétrateur, c'est pas moi, c'est Barbara Arangoso. On a aussi mis un petit peu de détails sur la table pour le jury, c'est-à-dire que Mme Arangoso avait des armes à feu, qu'elle en avait du même calibre que celui qui avait été utilisé pour causer la mort. Il restait aussi à l'accusé à expliquer pourquoi il avait déclaré aux policiers déguisés en truand qu'il était bel et bien l'assassin de Daniel Boucher. Maître Labelle a dit quand Chagnon a avoué ce meurtre-là, là, dans cette fameuse rencontre filmée avec le boss, Chagnon était tellement aveuglé, voulait tellement faire partie de cette organisation-là qu'il était prêt à avouer n'importe quoi. Il voulait montrer qu'il avait déjà tué, que c'était un dur. Donc, c'était de la fabulation. C'était un peu la théorie de la défense, ou du moins sa tactique pour soulever un doute dans l'esprit du jury. Le danger avec les opérations Mr. Big, c'est que la personne se vante de quelque chose qu'elle n'a pas fait dans le but d'obtenir un emploi dans l'organisation fictive. Alors, M. Chagnon, ce qui est venu expliquer au jury, c'est, voici, j'ai dit à Mr. Big que j'étais le perpétrateur, mais c'était seulement pour me vanter. Il n'était pas question pour moi de dire à Mr. Big, j'étais au volant d'un véhicule quand une femme en a abattu un autre. Pour lui,
c'était inutile de dire ça et ça pouvait même lui faire perdre un peu de prestige. Au fil de la conversation avec le grand patron, là, Gilles Chagnon gagne en confiance, se met